Dans différentes parties du monde, des déserts d'Égypte aux montagnes du Pérou et aux ruines de la Mésopotamie, il existe des endroits qui semblent porter les traces d'un événement étrange. Des pierres qui semblent avoir fondu, fusionné et sont devenues comme du verre à cause d'une chaleur extrême. Ce ne sont pas des ruines ordinaires simplement détruites par les intempéries ou un effondrement. Dans beaucoup de ces lieux, les dégâts sont bien pires. C'est comme si toute la structure avait été exposée à une chaleur si intense que la pierre elle-même a ramolli, a coulé, puis s'est solidifiée à nouveau. Mais avant de continuer, merci de mettre un j'aime à cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. L'un des exemples les plus connus est le fort vitrifié en Écosse. Il y a environ 250 ans, dans les Highlands écossais, une simple promenade a mené à une découverte étrange. Un homme nommé John Williams se promenait dans une région rocheuse lorsqu'il remarqua quelque chose d'inhabituel. Au sommet d'une colline appelée Tap O'Not se dressait une ancienne forteresse, mais sa pierre n'avait rien d'ordinaire. Elle brillait à la lumière d'une manière qu'une pierre ordinaire ne le ferait pas. Les murs de la forteresse n'étaient pas simplement endommagés ou anciens, ils semblaient diffondus. Les pierres étaient soudées ensemble et devenues comme du verre, comme si elles avaient ramolli ou fondu, puis étaient redevenues dures. Il y a des parties qui ressemblent à du verre noir plutôt qu'à de la pierre. Ce n'est pas simplement des dégâts, mais un changement évident. La forteresse a été construite il y a plus de 2000 ans à l'âge du fer, mais il semble qu'elle ait été exposée à une chaleur si intense que la pierre a presque fondu. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de volcan en Écosse et aucun processus naturel là-bas ne peut produire ce genre de chaleur, et ce n'est pas le seul endroit concerné. Dans toute l'Écosse, il y a plus de 70 forteresses de ce genre. En Europe, il y en a plus de 150. Ils ont tous une caractéristique étrange en commun. Les murs sont devenus comme du verre à cause d'une chaleur extrême. Donc la question n'est plus seulement de savoir ce qui s'est passé. La plus grande question est de savoir ce qui est arrivé à tous ces endroits. Cela est devenu encore plus mystérieux lorsque les scientifiques ont étudié le phénomène. Pour que la roche fonde et devienne comme du verre, il faut une chaleur atteignant environ 1200 degrés Celsius. De nos jours, il faut un équipement spécial pour atteindre cette température. Mais en 500 avant Jésus-Christ, la source de chaleur la plus avancée était simplement une simple forge, et ce n'était pas suffisant. Même un grand feu atteint rarement 1000 degrés et ce n'est que pour un court instant. Mais les preuves dans les forteresses montrent que la chaleur était prolongée et continue. Et c'était en haut des murs, pas seulement au sol où le feu est généralement le plus chaud. Au XVIIIe siècle, les explications variaient. Certains disaient que c'était la foudre, d'autres parlaient de gens de volcan, et d'autres encore avançaient enfin toutes sortes d'explications. Mais en 1780, il y a eu une conclusion importante de la Société royale d'Édimbourg. Ce n'était pas naturel. C'est l'homme qui l'a fait, et lorsqu'ils ont essayé de reproduire comment cela s'était produit, le mystère n'a fait que s'approfondir. En 1980, l'archéologue Ian Ralston a mené une expérience. Il a construit une réplique de mur en utilisant la méthode de l'âge du fer. Ils ont rassemblé du bois et l'ont brûlé pour créer un grand feu qui a duré 22 heures, mais le résultat n'était pas suffisant. La chaleur n'a atteint qu'environ 800 degrés Celsius, ce qui est inférieur à ce qui était nécessaire. Les pierres sont devenues chaudes, mais elles n'ont pas vraiment fondu ni pris l'apparence du verre. À cause de cela, une chose est devenue claire. Brûler simplement du bois ne suffit pas à expliquer ce qui est arrivé à ces anciennes forteresses. Les fouilles suivantes ont rendu le mystère encore plus profond. Sous les parties fondues, les archéologues ont découvert des structures plus anciennes qui étaient encore intactes. Des murs normaux, des trous de poteaux et des défenses habituelles. Cela montre que ce n'est pas arrivé lors de la construction, mais après. Le motif de la fonte est encore plus étrange. La plupart du temps, cela commence en haut du mur et descend vers le bas, et l'intérieur est plus affecté que l'extérieur. Si cela avait été brûlé par l'ennemi, c'est l'extérieur qui aurait dû être le plus touché. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Il semble que la chaleur soit venue de l'intérieur, pas de l'extérieur. Cela se concentre sur les parties à l'intérieur de la structure. Ce n'est pas une destruction aléatoire, on dirait que c'est contrôlé et répété à plusieurs endroits. De nombreuses théories ainsi sont apparues. Certains ont dit que c'était la foudre, mais la foudre laisse une marque particulière appelée fulgurite, et il n'y en a pas dans les forteresses. Certains évoquent des feux spéciaux comme le feu grégeois, apparu plus tard. La chaleur pourrait aussi être insuffisante. D'autres théories sont encore plus étranges. C'est une explication, mais elle ne correspond pas aux preuves.
Ce qui est clair, c'est que la fonte ne vient pas de l'extérieur. Elle a commencé à l'intérieur des murs. Même après des centaines d'années d'études, les forts vitrifiés d'Écosse restent un mystère. Passons maintenant à un autre endroit étrange, la pyramide noire. Au sud de Saqqara, à l'est de la pyramide rhomboïdale de Snéfrou, se trouve la pyramide noire de Dahchour. C'est une structure qui se distingue des autres pyramides. Ce n'est pas seulement son apparence, mais aussi les questions qu'elle soulève sur sa construction, son usage et les causes de sa détérioration. Autrefois, elle était recouverte de calcaire blanc comme les autres pyramides, mais aujourd'hui, elle paraît sombre, en ruine, et semble s'être enfoncée dans le désert. C'est de là que vient le nom de la pyramide noire. À cause de la partie en briques de boue exposée et des pierres brisées, elle paraît brûlée et sombre. Au début, elle avait une apparence claire et blanche. C'était un grand repère à Dahchour qui reflétait la lumière du soleil. Mais il existe une théorie qui dit qu'un événement étrange s'est produit, provoquant une chaleur intense. Cela a provoqué sa détérioration et sa réduction à presque la moitié de sa taille d'origine. Selon cette théorie, la couleur sombre et l'intérieur fissuré de la pyramide ne sont pas seulement dus au passage du temps ou à un simple effondrement. Il est possible qu'une chaleur extrêmement élevée, provenant d'un événement majeur, ait modifié ces matériaux jusque dans leurs moindres parties. Dans cette perspective, certaines parties de la pyramide semblent avoir fondu, comme si elles avaient été exposées à une chaleur dépassant ce qu'un feu ordinaire peut produire. Ceux qui soutiennent cette idée soulignent l'apparence étrange des morceaux de pierre autour de la pyramide. Il y a des parties qui semblent tordues ou soudées d'une manière inhabituelle pour un simple effondrement. Si la structure s'était simplement effondrée normalement, les cassures auraient dû être plus nettes et les débris plus uniformes. Mais ce qu'on voit, c'est désordonné, collé ensemble, et à certains endroits, on dirait que ça a été pressé et soudé à cause d'une chaleur intense. Pour eux, c'est un signe d'une chaleur extrêmement élevée qui a affecté toute la structure. Certaines théories évoquent un grand événement passé ayant frappé l'Égypte, une catastrophe liée à la chaleur, la pression et peut-être l'eau. Certains pensent que la chaleur dans la pyramide a pu augmenter excessivement, possiblement à cause d'une réaction chimique, de chambres closes ou de processus encore inconnus. Selon cette idée, il était possible que la pyramide soit encore plus ancienne que ce que l'on dit habituellement et que les générations suivantes l'aient simplement trouvée déjà en ruine. Cela signifie que sa destruction n'est pas due à une simple erreur de construction, mais à une force beaucoup plus puissante. Passons maintenant à un autre mystère étrange, ce qu'on appelle les escaliers fondus. Dans le désert d'Égypte, à l'intérieur du temple d'Hathor à Dendera, un lieu connu pour ses étranges gravures ressemblant à des ampoules, il existe un autre mystère encore plus étrange. Dans une partie du temple, on peut voir des escaliers qui semblent avoir fondu. Son apparence est étrange, surtout parce qu'il est entouré de gravures bien conservées et détaillées ainsi que de colonnes solides. Les escaliers semblent s'être ramollis et avoir coulé comme de la cire fondue par la chaleur. À cause de cela, de nombreuses théories sont apparues sur la façon dont cela a pu se produire. Certains affirment que cela s'était fait exprès et qu'une technologie aurait pu chauffer la pierre à très haute température sans abîmer les alentours. D'autres disent qu'ils auraient pu utiliser des produits chimiques capables de ramollir la pierre pour la façonner, puis de la laisser durcir à nouveau. Si cela est vrai, cela signifie qu'ils avaient une connaissance approfondie de la chimie que nous ne comprenons pas encore totalement aujourd'hui. Mais il existe aussi des explications plus simples. Selon d'autres experts, il ne s'agit pas d'une véritable fusion. Cela pourrait simplement être le résultat d'une longue période d'utilisation pendant de nombreuses années, avec de nombreuses personnes, des prêtres, des visiteurs et des fidèles qui sont passés par là. Ajoutez à cela l'effet du vent, du sable et du temps. Il est possible que la forme des marches ait changé progressivement. Et à nos yeux aujourd'hui, cela semble avoir fondu, même si ce n'est pas vraiment le cas. Malgré les différentes théories, il n'existe toujours pas d'explication unique pleinement acceptée par tous, qu'il s'agisse des experts ou des gens ordinaires. Passons maintenant à un autre mystère, la ville de Sodome. Selon la Genèse, Sodome et Gomorrhe étaient deux anciennes villes détruites par Dieu à cause de leur méchanceté. Dans l'histoire, Dieu a envoyé 2 anges pour détruire les villes et a choisi de ne sauver que Lot et sa famille. Pendant leur fuite, le sort de Sodome et Gomorrhe fut extrêmement sévère et destructeur. Comme l'histoire du grand déluge, cet événement a longtemps été considéré uniquement comme une leçon sur la colère de Dieu et non comme un événement réel. Mais en 2006, cette perspective a commencé à changer grâce aux découvertes faites dans l'ancienne ville de Tol El Hammam.
À l'âge du bronze, Tol el-Hammam était la plus grande ville de la vallée du Jourdain. À son apogée, elle était presque 10 fois plus grande que Jérusalem. En raison de son importance, les archéologues étudient ce site depuis longtemps. Mais en 2006, un archéologue nommé Stephen Collins a découvert quelque chose. Ils ont commencé à creuser plus profondément jusqu'à atteindre une couche de sol correspondant à la période d'environ 1650 avant notre ère. C'est là qu'ils ont trouvé une épaisse couche de cendres, d'environ 1,50 m de profondeur. À l'intérieur, il y avait des ossements humains brûlés, des briques de terre crues fondues et d'autres matériaux de construction. Le plus étrange, c'est que des morceaux de poterie semblaient s'être transformés en verre vert. Lorsqu'ils ont été envoyés au laboratoire pour analyse, il s'est avéré qu'ils avaient fondu à cause d'une chaleur extrêmement élevée et que cela s'était produit en très peu de temps. C'est là que Collins a commencé à se demander « Qu'est-ce qui pourrait provoquer un tel niveau de chaleur ?» Aucune technologie de cette époque n'était capable de faire cela. Au fur et à mesure que l'étude avançait, ils ont fait une autre découverte. Sous la couche de cendres, il y a des preuves que des gens vivaient dans la région depuis des milliers d'années. Mais au-dessus de cette couche, on voit que l'endroit a été abandonné et que personne n'y a vécu pendant environ 700 ans. Pourquoi les gens ont-ils soudainement disparu ? À cause de cette question, un grand projet de recherche a commencé impliquant 21 scientifiques et ayant duré plus de 15 ans. En 2021, ils ont publié les résultats dans une revue scientifique renommée. Et leur conclusion a surpris beaucoup de gens. Premièrement, ils ont découvert que la cause de la fonte des briques, des eaux brûlées et de la poterie vitrifiée n'était pas due à la guerre, au feu ou à un volcan. Parce que même ces phénomènes ne peuvent pas produire une chaleur aussi intense et rapide. À cause de cela, les chercheurs ont pensé qu'un astéroïde ou une comète pouvait en être la cause. Mais il y a un problème. Il n'y a pas de cratère dans la région qui prouverait un impact direct venant de l'espace. C'est pourquoi une conclusion surprenante a été tirée. Selon eux, ce qui s'est produit est ce qu'on appelle une explosion atmosphérique. Cela se produit lorsqu'un astéroïde ou une comète explose dans l'atmosphère en traversant rapidement l'air de la Terre. Pour comprendre cela, ils l'ont comparé à ce qui s'est passé à Tunguska, en Sibérie, en 1908. Cette année-là, un astéroïde de 180 pieds de long est entré dans l'atmosphère terrestre à une vitesse de 34 000 miles par heure. Il a explosé dans le ciel avant même de toucher le sol. L'impact a été extrêmement puissant. Une explosion équivalente à 1000 bombes nucléaires qui a détruit près de 1000 miles carrés de forêt. Mais selon les chercheurs, ce qui s'est passé à Tol el-Hammam était encore plus puissant. Après plus de 15 ans d'études, ils ont découvert autre chose. Ils ont trouvé de petits grains de sable présentant des fissures, signe d'une pression extrême. Cela signifie qu'il n'y a pas eu que de la chaleur, mais aussi une force extrêmement puissante. Le quartz, l'un des minéraux les plus durs, a été affecté. Cela signifie que la pression était inhabituelle. Leur découverte est devenue encore plus étrange lorsqu'ils ont trouvé un niveau élevé de sel dans la même couche de sol. Cela va de 4% à 25% dans certaines parties. Selon les chercheurs, il est possible que cela se soit produit parce que l'explosion a eu lieu près de la mer Morte, une étendue d'eau salée. En raison de la puissance de l'explosion, le sel a été projeté dans l'air et s'est répandu dans toute la région. Lorsque cela a pénétré dans le sol, il est devenu impossible pour les plantes de pousser pendant de nombreuses années. C'est la raison possible pour laquelle la région a été abandonnée pendant 700 ans. En rassemblant toutes les preuves, une image claire de ce qui s'est passé s'est dégagée. Dans les propres mots des chercheurs, la température de l'air a rapidement grimpé au-delà de 3600 degrés Fahrenheit, les vêtements et le bois se sont immédiatement enflammés. Les épées, les lances, les briques de terre crue et la poterie ont commencé à fondre. En seulement quelques secondes, toute la ville a brûlé. Après cela, une onde de choc a frappé la ville à une vitesse d'environ 740 miles par heure. C'était plus rapide que la tornade la plus puissante jamais enregistrée. Les bâtiments ont été détruits et réduits en ruines. Aucun des quelques 8000 habitants et animaux de la ville n'a survécu. Leurs corps ont été déchiquetés par la puissance de l'explosion. Et c'est là que la question se pose. Cela ne ressemble-t-il pas à la description dans la Bible ? Une ville soudainement brûlée, fondue et détruite par le feu venu d'en haut. Les os ont été broyés et réduits en petits morceaux. Cela ne ressemble-t-il pas à une personne devenue comme une colonne de sel ? Le sel dans le sol qui a empêché la croissance des plantes ? Cela ne ressemble-t-il pas à la destruction de toute la région ?
En d'autres termes, ce qui s'est passé à Tol el-Hammam, n'est-ce pas similaire à l'histoire de Sodome et Gomorrhe dans la Bible ? Selon les chercheurs, ils sont même allés jusqu'à inclure cette idée dans leur étude et l'ont publiée dans une revue scientifique renommée afin que toute la communauté scientifique en prenne connaissance. Passons maintenant à un autre mystère, le cataclysme de Tanis. Tanis est une ancienne ville qui se trouvait autrefois dans la partie nord-est du delta du Nil en Égypte. Autrefois, c'était une ville prospère à différentes époques de l'histoire de l'Égypte, mais malgré son importance, elle est restée un mystère pendant très longtemps. Jusqu'en 1939, lorsqu'un groupe d'archéologues français l'a découverte après 12 années de fouilles. Leur découverte ne relevait pas d'une simple détérioration, mais d'un lieu visiblement touché par une catastrophe majeure. De grandes statues, des obélisques et d'énormes pierres ont été retrouvées détruites et éparpillées partout. Certaines de ces pierres provenaient même de la carrière d'Aswan, située à plus de 1000 miles de là. L'une des découvertes était une immense statue taillée dans un seul bloc de granit. Elle mesurait environ 90 pieds de haut et pesait près de 1100 tonnes. C'est là que les chercheurs ont commencé à se poser des questions. Comment des pierres aussi énormes a-t-elles pu être transportées depuis un endroit aussi éloigné ? Et qu'est-ce qui aurait pu causer ce genre de destruction ? Le site de Tanis est devenu encore plus mystérieux à cause de l'état de ses environs. Presque aucune plante n'y pousse. Même si d'autres parties du delta du Nil sont connues pour la fertilité de leur sol. Cette particularité s'est devenue encore plus importante lorsque Tanis a été associée à la ville de Zoan dans la Bible. Dans les versets, on décrit la destruction des idoles égyptiennes et l'incendie de Zoan. Et il y a un autre détail surprenant. À Tanis, certaines pierres de granit montrent des traces de chaleur intense, comme exposées à de très hautes températures. Cela ne peut pas être expliqué par un simple feu ou une guerre ordinaire. Dans les temps anciens, il semble que les statues géantes aient été emportées et dispersées par une force extrêmement puissante. Lors des fouilles, on a également découvert que toute la ville était ensevelie sous une couche de terre d'une profondeur de 3 à 6 mètres. La catastrophe n'a pas seulement détruit la ville, elle l'a entièrement enfouie sous terre, comme si elle avait disparu du monde. Ce type de schéma de destruction indique une force puissante venant de l'extérieur, un phénomène naturel qui dépasse les capacités humaines. Certaines théories suggèrent que cela pourrait être causé par un événement énergétique extrême, comme une éjection de plasma provenant du Soleil, selon certains scientifiques. Mais jusqu'à présent, la question reste ouverte. Que s'est-il réellement passé à Tanis ? Cette catastrophe n'a peut-être pas seulement tué tous les êtres vivants de la région, mais elle a aussi transformé tout l'environnement. La ville antique a été ensevelie sous la terre et les débris, comme si elle avait été complètement dissimulée. Mais ce n'est pas le seul mystère de Tanis. La quantité d'obélisques, d'artefacts et de grandes statues en granit a donné l'idée à certains chercheurs comme Brian Forster qu'une technologie avancée disparue aurait pu être utilisée ici. Dans cet endroit, il y a énormément d'obélisques détruits, bien plus que dans d'autres parties de l'Égypte. Il existe des théories selon lesquelles ces obélisques faisaient partie d'un système énergétique qui pourrait être connecté aux pyramides de Gizeh. Et si c'est vrai, c'en est le cœur. Il y a eu une défaillance dans ce système qui a provoqué la destruction de la ville. Maintenant, passons au Pérou, vitrification pré-Inca. Dans l'ancienne région du Pérou, sous les structures Inca et espagnoles, on peut voir certains des murs de pierre les plus impressionnants du monde. Des endroits comme le Coricancha à Cusco sont connus comme des chefs-d'œuvre de l'ingénierie Inca. Mais selon certains chercheurs, la base même de ces murs est plus ancienne que les Incas. Peut-être a-t-elle été laissée par une civilisation bien plus ancienne. Ce qui distingue ces murs, ce n'est pas seulement leur âge ou leur taille, mais la façon dont les pierres s'ajustent avec précision. Les énormes blocs de pierre s'emboîtent comme un puzzle. Il y a différents angles, mais l'ajustement est si serré qu'on ne peut même pas glisser une lame entre eux. Ce ne sont pas simplement des pierres empilées, c'est comme un puzzle tridimensionnel parfaitement réalisé. Mais le mystère ne s'arrête pas là. À plusieurs endroits, on peut voir sur la surface des pierres un éclat étrange. On dirait une finition semblable à du verre, surtout sur les bords et entre les pierres. Il y a des endroits où la pierre semble avoir partiellement fondu puis durci à nouveau. On dirait qu'elle a été exposée à une chaleur extrême. Au Pérou, cela n'est pas facile à expliquer. On ne voit pas seulement cet aspect à l'extérieur, mais aussi directement entre les pierres. C'est plus lisse, plus serré. Et à certains endroits, elles semblent avoir partiellement fusionné.
Si cette interprétation est correcte, cela signifierait un grand changement. La question n'est plus seulement de savoir comment ils ont sculpté la pierre avec précision, mais aussi s'ils ont utilisé la chaleur lors de la fabrication. Il y a des chercheurs qui croient que les pierres n'ont pas seulement été façonnées. Il est possible que leur surface ait été chauffée pour les ramollir. Pendant qu'elles étaient malléables, ils les ont assemblées pour un ajustement parfait, rendant les jointures indétectables. Chaque pièce devait être sculptée parfaitement. Parce que lorsque la pierre est chaude et légèrement malléable, elle épouse naturellement la forme de la pierre voisine. Et lorsqu'elle refroidit, elle durcit à nouveau, formant une jonction parfaite avec presque aucun espace entre les pierres. Cette idée devient encore plus étrange lorsqu'on observe ce qu'on appelle les protubérances de pierre sur les pierres au Pérou. Ces parties saillantes sont souvent dites avoir été utilisées pour soulever les pierres, mais ce n'est pas logique, cela ne correspond pas. Beaucoup d'entre eux se trouvent dans des positions peu pratiques. Parfois, ils sont même sous la pierre, là où il serait difficile de les utiliser pour soulever. Certains ont une surface plate, ce qui paraît inadapté au transport. Cela suggère une autre explication possible. Il se peut que certaines de ces protubérances soient le résultat du processus de chauffage de la pierre. Ils ressemblent à des gouttes ou à du matériau ramolli par la chaleur puis durci en refroidissant. Encore plus surprenant, certains murs au Pérou semblent avoir été détruits par une chaleur intense, comme si la pierre elle-même avait fondu. Tout devient plus compliqué à cause du type de pierre utilisée dans les Andes. Les anciens bâtisseurs utilisaient des pierres dures comme l'andésite, la rhyolite, le calcaire et parfois le granit. L'andésite et la rhyolite ont un grain fin. Donc si elles sont affectées par la chaleur, certaines parties peuvent paraître plus fines et plus brillantes. Les chercheurs ont également remarqué qu'à certains joints de pierre, la texture est plus fine par rapport à d'autres parties. C'est exactement ce à quoi on peut s'attendre si cette partie a été chauffée puis refroidie rapidement. En termes de durabilité, cela a une grande importance. Ce n'est pas seulement esthétique. C'est aussi très résistant aux tremblements de terre. La forme en zigzag des joints offre une adhérence et une stabilité supplémentaires. C'est pourquoi, même après des siècles de tremblements de terre, les murs restent debout, alors que d'autres structures plus récentes se sont effondrées. Il y a aussi certaines pierres qui ont des particularités. D'autres ont des trous ronds et des courbes extrêmement lisses. Cela renforce l'idée qu'ils utilisaient une technique que nous ne comprenons pas encore complètement. Que ce soit à cause de la chaleur, d'une technique de sculpture avancée ou d'une combinaison des deux, une chose est claire, ces murs ne sont pas ordinaires. Jusqu'à aujourd'hui, les pierres vitrifiées pré-Inca au Pérou restent l'un des plus grands mystères de l'archéologie. Si la chaleur a été utilisée, il pourrait exister une technique de fabrication perdue, antérieure aux Incas. Et si c'est le cas, des lieux comme le Coricancha ne sont pas de simples ruines ou temples. Ils pourraient être les vestiges d'un monde ancien disparu depuis longtemps. Passons maintenant à un autre mystère, Mohenjo-Daro. Dans la plaine de la vallée de l'Indus, dans l'actuel Pakistan, se trouve l'ancienne ville de Mohenjo-Daro. C'est l'une des villes les plus avancées de l'âge du bronze. Elle a été construite vers 2600 avant notre ère. Cette civilisation est connue pour sa planification urbaine soignée, son système de drainage et ses structures organisées. À son apogée, des milliers de personnes y vivaient. Il y avait des routes droites, des maisons à plusieurs étages et un système comparable à celui des civilisations plus modernes. Mais soudain, elle a été abandonnée. Et jusqu'à présent, la raison reste encore floue. Lorsque ce site a été fouillé pour la première fois dans les années 1920, les archéologues s'attendaient à voir un déclin normal d'une ville. Mais ils ont découvert autre chose. Il y avait des squelettes étendus sur les routes. On aurait dit que les gens étaient morts soudainement, sans avoir eu la chance d'être enterrés. Certains étaient même ensemble, comme s'ils étaient morts en même temps, ce qui était étrange. Mais il y avait quelque chose d'encore plus mystérieux. Dans certaines zones de la ville, des matériaux semblaient avoir été exposés à une chaleur bien supérieure à celle d'un feu ordinaire de l'époque. À cause de cela, certains pensent qu'il pourrait y avoir eu un événement soudain à haute énergie. D'autres études suggèrent qu'il y avait un niveau élevé de rayonnement dans certaines zones. Et les squelettes présentent des effets étranges, mais ces affirmations sont encore contestées. De nombreux experts restent attachés à des explications plus simples, comme les inondations causées par l'Indus, le changement climatique ou le départ progressif des habitants. Jusqu'à présent, la question reste ouverte. Que s'est-il réellement passé à Mohenjo-Daro ? Il existe des preuves solides que le cours de la rivière a changé au fil du temps. Cela a peut-être influencé la culture et le commerce, menant à l'abandon de la ville.
Mais malgré cela, cela n'explique toujours pas complètement les traces de chaleur extrême et la mort soudaine des habitants. À cause de cela, même les textes anciens ont été inclus dans l'étude. Certains chercheurs se réfèrent à des récits indiens comme le Mahabharata. Ici, on décrit des armes capables de produire une lumière intense, une chaleur extrême et une destruction massive. Bien que cela soit considéré comme un mythe, certains croient qu'il pourrait s'agir d'un souvenir d'un événement réel transmis à travers des récits. Passons maintenant à un autre endroit étrange, le désert vitrifié. Dans la partie éloignée du Sahara oriental, à la frontière entre la Libye et l'Égypte, une découverte extraordinaire a été faite. Il s'agit de ce qu'on appelle le ver du désert libyque. Il est dispersé sur une vaste zone et présente une couleur allant du jaune au vert, scintillant sous le soleil. Il a une apparence presque transparente et est d'une grande pureté. Ce qui le rend vraiment unique, c'est la façon dont il s'est formé. Pour obtenir ce type de verre, il faut une chaleur dépassant les 1700 degrés Celsius. C'est bien plus élevé que la chaleur normale du désert. Aucun volcan de la région ne peut produire cela, d'où la théorie principale des scientifiques, un événement cosmique. Il se peut qu'une météorite ou une comète ait explosé dans le ciel au-dessus du désert. À cause de sa puissance, elle a dégagé une chaleur intense qui a immédiatement fait fondre le sol. Ensuite, cela s'est rapidement refroidi et s'est transformé en verre. Cet événement peut être comparé à un exemple plus moderne, le test nucléaire Trinity en 1945. Lorsque la première bombe atomique a explosé au Nouveau-Mexique, sa chaleur a fait fondre le sable et l'a transformé en un verre vert appelé trinitite. Ils sont tous deux le résultat d'une chaleur extrême survenue en très peu de temps. Mais il y a une grande différence. La trinitite est artificielle. Le verre du désert libyen, lui, ne l'est pas. Cela devient encore plus important car il a été utilisé dans l'Égypte ancienne. L'un des exemples les plus célèbres se trouve dans les bijoux de Toutankhamon. En son centre se trouve un scarabée fabriqué à partir de ce même verre. Pour les anciens Égyptiens, ce matériau ne semblait pas venir de la terre. On aurait dit qu'il venait du ciel. Et c'est là que la grande question se pose. Tout cela est-il la preuve d'une arme avancée de l'Antiquité ? Ou est-ce le signe d'une grande catastrophe cosmique ? Jusqu'à présent, il n'y a toujours pas de réponse définitive. Certains croient qu'avant l'histoire écrite, il existait des civilisations anciennes bien plus avancées que ce que nous pensons. Des civilisations capables de construire d'immenses structures qui restent encore aujourd'hui difficiles à expliquer. Ils ont soulevé d'énormes pierres pesant des milliers de tonnes, et ils les ont placées avec une telle précision qu'on dirait qu'ils ont utilisé une technologie moderne. Beaucoup de ces pierres sont difficiles à soulever même avec des grues modernes. Cela rend leur exploit encore plus impressionnant. Ce n'est pas tout, ils ont aussi façonné ces pierres dures à des dimensions et des formes exactes avec presque aucune erreur. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, la question demeure. Qui étaient vraiment ces bâtisseurs ? Comment ont-ils accompli des choses qui semblent impossibles ? Étaient-ils simplement de simples humains de l'Antiquité, ou bien des experts dans une technologie depuis longtemps disparue au fil du temps ?